Nous allons aborder le module 8 qui, qui touche à l'administration des machines virtuelles. Donc, au cours des modules précédents, on a vu l'administration de la planification et l'administration des réseaux, les différents plans, on a vu le stockage. Donc là, maintenant, on avance sur une compétence très recherchée où tous les administrateurs doivent avoir voilà, et les tâches quotidiennes qu'ils devront mener par rapport aux projets sur lesquels ils seront sollicités, par rapport à l'administration même de l'infrastructure sur Azure. Donc, ça va passer forcément par l'administration des machines virtuelles, des serveurs et autres. Donc, on verra plus en détail comment les créer, quel type de machine virtuelle il faut, le dimensionnement, les différents disques, comment il faut se connecter, les configurer, les maintenances, etc. Donc, ce qu'il faut savoir sur les machines virtuelles, c'est que, bon, déjà une machine virtuelle, c'est un environnement qui est totalement virtualisé, qui fonctionne sur une machine physique. Donc, elle va exécuter elle-même son propre système d'exploitation. Elle va bénéficier des mêmes ressources physiques, à- du service physique sur lequel elle est hébergée. Donc, il va s'agir du CPU, de la mémoire RAM, du disque dur, de la carte réseau. et autres. Donc, lors des déploiements des machines virtuelles, vous pouvez utiliser différents systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, avec ces différentes distributions, Windows et autres. Donc, vous pourriez ajouter à ces machines virtuelles ou ces serveurs différents systèmes d'exploitation. Donc, ici, sur ces slides, Azure nous rappelle les différents niveaux de responsabilité entre le client et Microsoft. Donc, ici, on a les responsabilités qui incombent totalement au client, d'autres totalement à Microsoft. Et parfois, les responsabilités sont partagées. Et ça, c'est en fonction de l'infrastructure dans laquelle vous vous trouvez. Donc, comme vous voyez, on a de ce qu'on gère le plus jusqu'à l'infrastructure où on a moins de contrôle. Donc, localement, votre infrastructure locale, vous êtes totalement responsable de la responsabilité, comment on appelle ça, des informations, de l'appareil, des comptes d'identité, de tout ce que vous allez déployer sur cette infrastructure. Donc, puisqu'elle est locale, c'est vous-même qui la gérez. Donc, en IaaS, donc Infrastructure as a Service. Donc, en ce moment-là, vous débutez, on va dire, avec une sorte d'externalisation de vos ressources, donc de votre infrastructure. Dans ce cas-là, si vous êtes dans le cloud de Microsoft, vous prenez en charge, bon, Microsoft ne prend en charge que les autres physiques, les réseaux physiques et les centres de données, puisque dans, au niveau de l'IaaS, vous déplacez juste, bon, enfin, vous exploitez juste l'infrastructure physique du, euh, de, du fournisseur cloud. Donc, c'est à vous maintenant de gérer vos identités, les informations, vos applications que vous allez déployer, le système d'exploitation, les identités, les comptes et autres. Au niveau du PaaS, donc plateforme as a service, sont généralement des solutions que proposent euh, généralement les fournisseurs cloud. Et dans ce cas de figure, le fournisseur, à savoir Microsoft, prend en charge les systèmes d'exploitation, les autres physiques, les réseaux physiques, les centres de données physiques. Et vous partagez la responsabilité au niveau de l'identité, donc l'infrastructure annuelle, l'application et puis le contrôle réseau.
Par contre, pour les plateformes SaaS ou applications SaaS, vous prenez en charge uniquement, sinon vous êtes responsable uniquement des données et informations des appareils qui se connectent, des comptes et identités. Vous partagez uniquement la responsabilité au niveau de l'identité et de l'infrastructure annuelle. Tout ce qui concerne les applications, le réseau, le système d'exploitation et l'infrastructure physique, c'est à la charge de Microsoft. Donc, lorsque vous voulez créer une machine virtuelle sur Azure, il y a des conditions. Donc, c'est parfois un tout petit peu différent de ce qu'on fait dans d'autres environnements. Euh, je vous avais dit qu'il y avait différentes manières de créer des virtuels, les VNet. On avait vu ça la semaine passée. On avait dit qu'on pouvait le créer directement au niveau du portail, mais aussi lors de la création des machines virtuelles. Donc, pour créer une machine virtuelle, il faut aussi préalablement avoir un réseau, un VNet qui existe. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Dans le cas où vous voulez pas utiliser le réseau existant, vous pouvez créer, lors des étapes de création de la machine virtuelle, vous pouvez demander la création d'un virtual network. Ensuite, on vous demandera de choisir l'emplacement. Donc, généralement, ce qui est conseillé, c'est de mettre toutes les ressources dans une même région. Et choisir aussi la région qui va fournir les fonctionnalités nécessaires euh, pour votre infrastructure, pour les déploiements que vous voulez effectuer. Et aussi voilà, pour votre politique de gouvernance, de protection de données, tout ça. Donc, il faut faire très attention. Un paramètre aussi essentiel lors de la création, c'est de, de choisir la région qui est beaucoup plus proche géographiquement, parce que les régions beaucoup plus lentes et pas non loin peuvent souvent être susceptibles de certaines latences pour l'accès aux ressources. C'est, là aussi, ça dépend aussi de votre type de connexion pour accéder. Donc, il peut y avoir souvent des latences, donc c'est très important. Après, il faut tenir compte aussi du tarif. Donc, on a plusieurs types de machines virtuelles qu'on pourra utiliser sur Azure. On a le type usage général, dans lequel, ou general purpose. Voilà, donc, vous rencontrerez souvent ces thèmes-là. Donc, avec ces machines virtuelles, nous avons des performances équilibrées. Donc, généralement, elles sont plus utilisées pour les tests, les développements, les bases de données, pour les moyennes bases de données, les serveurs qui vont héberger un trafic moyen ou faible. Hein. Après, on a les VM qui sont optimisés pour le calcul. Donc, ce sont des VM qui auront une grosse puissance au niveau du processeur et moins de mémoire. Donc, généralement, pour les serveurs web qui ont des trafics un peu plus élevés, euh, on l'utilise aussi souvent pour les appliances réseau, pour les serveurs d'application. Où on a le type de serveur ou de machine virtuelle dont la mémoire est optimisée. Donc, eux, à ce niveau, ils sont optimisés au niveau de la mémoire, c'est-à-dire une mémoire plus grande que le processeur. Donc, elles sont utilisées généralement pour les serveurs de base de données relationnelles, pour, si vous faites du stockage de cache, hein, vous pouvez l'utiliser. Ou si vous voulez développer et pardon, déployer une application qui est chargée de faire des analyses, vous pouvez utiliser ce type de machine virtuelle.
Après, on a les machines virtuelles qui sont optimisées pour le stockage. Donc, elles sont généralement utilisées pour le big data, pour les bases de données non relationnelles, donc non SQL ou SQL même. Pour également les bases de données de type transactionnel. Donc, ça peut être peut-être pour les applications de type SMS banking, donc les bases de données de SMS banking, où il y a des transactions à tout moment, donc des écritures à tout moment sur la base de données. Le GPU, ça c'est pour généralement, bon, donc il s'agit des types de serveurs où les performances graphiques sont très élevées, comme un peu à peu près comme les gamers, euh, comme les gamers ou les, les ordinateurs pour tout ce qui est graphique, donc design, graphique, architecture et autres. Après, on a le type calcul haute performance. Euh, Ici, il s'agit plutôt des VM qui doivent héberger des charges de travail euh, très élevées à haute performance ou type de réseau à fort trafic. Donc, généralement, ce sont les VM de type HPC euh, où elles effectuent de grands calculs en fait. Donc, les machines virtuelles sur Azure vont comporter deux types, bon, au moins deux disques durs. Donc, un disque dur système, qui est généralement le C, donc comme on le voit euh, sur, la, sur cette slide. Donc, lors de la création, lors de l'installation du système d'exploitation, le système s'installera sur le disque C. Donc, généralement, on a deux types de disques. Le disque système, qui est généralement le C, et on a parfois des disques temporaires. Donc, les données qui sont présentes sur les disques temporaires sont généralement perdues lors d'éléments de maintenance ou lorsqu'on veut redéployer la machine virtuelle en cas en cas euh, de migration ou même d'intempéries. Donc, généralement, les données qui sont perdues, qui sont sur ce disque sont perdues après redémarrage ou migration de machines virtuelles. Et si on remarque bien, les disques durs de données, donc système d'exploitation ou les disques durs que vous allez rajouter, parce que vous pouvez rajouter autant de disques que vous voulez, en dehors des disques temporaires. Les disques temporaires apparaissent après la création. Après la création. On peut aussi les supprimer. De toute façon, ils stockent juste des données qui sont temporaires. Donc après, juste un redémarrage, vous les perdez. Donc les disques que vous allez rajouter, si vous remarquez, ils sont tous reliés à un compte de stockage. Et ici, il s'agit de comptes de stockage objet bloc par défaut. Puisque si les disques durs, pardon, si les machines virtuelles, vous êtes appelés à quand même stocker tout type de données. On avait dit, avait dit précédemment que les blocs peuvent contenir tout type de données, que ce soit images, audio, vidéo, texte, euh, même des fichiers de base de données. Alors, on peut les stocker sur ces types de comptes de stockage. Donc, maintenant, comment se connecter aux, aux machines virtuelles concrètes? Donc, il y a plusieurs manières de se connecter à une machine virtuelle sur Azure lorsqu'on la crée. Vous pouvez vous connecter via le portail Azure, mais ce n'est pas toujours accessible à tous les utilisateurs. D'ailleurs, il n'est pas recommandé de donner accès aux machines virtuelles que vous créez à tous les utilisateurs via le portail. Non. Donc, il faut trouver un autre moyen d'y accéder. Et dans ce
car là, Azure a pensé à mettre en place un bastion, donc Azure Bastion, qui est un service de type PaaS, donc qui est totalement géré sur Azure, managé par la plateforme. Donc, il va vous fournir la connectivité de type RDP et SSH de manière sécurisée, directement via, via les protocoles SSL. Donc, pour dire que la connexion entre votre ordinateur ou bien votre équipement et la machine virtuelle via ce bastion-là est totalement sécurisée. Donc, le bastion va protéger en fait vos machines virtuelles contre l'exposition de vos ports RDP et SSH au niveau extérieur, je veux dire. Donc, il va rajouter aussi une couche de sécurité via le chiffrement, ça peut être TLS comme SSL, mais généralement SSL, et vous pourrez accéder plus facilement à vos ressources. Donc, le bastion, c'est, il va protéger les serveurs que vous allez créer qui seront derrière ce bastion, un peu comme une DMZ. Donc, c'est une zone à laquelle vous ne pourrez pas avoir accès directement. De toute façon, passer par le bastion qui va autoriser maintenant votre flux de connexion pour atteindre la zone démilitarisée, sans toutefois exposer la machine virtuelle vers l'extérieur ou le port RDP ou encore le port SSH, donc 22. Donc, si on décrit un peu le schéma, donc là, on a un utilisateur qui est sur une machine Windows qui tente de se connecter aux machines virtuelles A, B, C. Donc, il va initier une connexion. La connexion, bien sûr, elle est totalement chiffrée. C'est vrai que, donc, c'est le port 443. Donc, chiffré via le TLS ou SSL. La demande de connexion arrive au niveau du bastion. Arrive au niveau du bastion. Le bastion, maintenant, va vérifier que vous, vous êtes autorisé à joindre les machines euh, qu'elle protège. Parce que lors de la connexion, vous allez mettre l'IP et le port de la ressource que vous voulez joindre. Donc, après vérification, il vous laissera, bon, il va transmettre maintenant la requête au serveur que vous demandez qui protège. Donc, si vous demandez, bon, dans le cas de l'exemple, c'est le serveur A. Donc, la requête est transmise au serveur A qui va retourner une réponse. Donc, pour dire qu'il accepte la connexion au niveau du bastion, le bastion va retourner la réponse maintenant au niveau de l'utilisateur. Donc, une fois que la réponse arrive à l'utilisateur, l'écran du serveur ou de l'application s'ouvrira. Donc, voilà le rôle un peu du bastion dans ce cas, expliqué de manière beaucoup plus simple. Donc, là, maintenant, on va configurer la disponibilité des machines virtuelles. Quand on parle de disponibilité des machines virtuelles, on fait allusion au fait de rendre disponible le service qui est porté par une machine virtuelle au niveau d'Azure. Donc, je reprends. Lorsqu'on parle de disponibilité des machines virtuelles, c'est le fait de rendre euh, toujours disponible le service qui est porté par cette machine. Donc, pour cela, Azure utilise différents types de solutions qui sont des maintenances. Donc, on en a plusieurs qu'on verra. Donc, par exemple, lorsqu'on veut remplacer euh, ou mettre à jour, non, mettre à jour même déjà le système d'exploitation, puisque les mises à jour ne sont pas gérées par vous, sont gérées directement par
Microsoft, lorsque il y a des mises à jour qui sont demandées, des mises à jour de sécurité très importantes, Azure veut effectuer ces mises à jour sur vos serveurs. Donc, généralement, les mises à jour demandent ou nécessitent un redémarrage, ce qui va rendre votre serveur ou votre application indisponible à un moment. Or, cela n'est pas très conforme au SLA que Azure vend aux clients. Donc, qu'est-ce que Azure va faire pour rendre toujours le service qui est porté par ces machines virtuelles là disponible? Ils vont juste déplacer ces VM qui doivent être mises à jour vers un autre data center pour que vous ayez toujours accès à votre machine virtuelle ou à votre application ou aux services qui sont portés par ces machines-là. Donc, ça, généralement, on parlera de maintenance planifiée. Donc, ce sont les éléments, ce sont les maintenant généralement de mise à jour qui sont apportés par Azure. Donc, vous ne faites aucune action, tout est géré par Azure et vous pourrez toujours avoir accès à vos ressources. On verra plus en détail comment ça se fait à ce niveau et même aussi en cas de défaillance et tout. Mais lorsque, par exemple, il y a un temps d'arrêt inattendu, par, ça peut arriver lorsqu'une machine rencontre des défaillances inattendues, je sais pas, ou même que voilà, le serveur se plante sans raison. Dans ce cas, il faut une action automatique pour éviter que le service soit indisponible. Parce que le fait qu'il y ait un souci peut produire un arrêt total, hein, pas juste momentané, ça peut être un arrêt total. Donc, dans ce cas-là, Azure va effectuer une action automatique qui est appelée migration automatique ou migration d'urgence. Donc, dès qu'on a la sensation que la machine virtuelle veut s'éteindre ou s'arrêter, ou veut être totalement indisponible, automatiquement, cette action est menée par Azure. Donc, pour une sorte de réparation. Euh, et du coup, la machine virtuelle aussi, on peut déplacer vers notre data center. C'est bien vrai que là, dans ce cas, vous pourrez avoir des petits soucis de d'accès ou des lenteurs parce que c'est lié à la réparation qui est en cours. Maintenant, dans le cas peut-être d'une défaillance matérielle, donc une prise électrique, je sais pas, un câble qui fonctionne pas très bien, dans ce cas-là, il s'agit d'une maintenance non planifiée et on va dire un peu d'urgence. Donc, dans ce cas, Azure va effectuer une migration directe vers un autre data center. Un peu, ici, ça va se passer un peu comme dans le vMotion. Mais bon, on verra ça dans les prochaines slides. Donc là, faut juste retenir qu'on a trois types de maintenance au niveau d'Azure afin de rendre les services totalement disponibles. Maintenance planifiée, temps d'arrêt inattendu, maintenance non planifiée. Et toutes les actions qui sont menées là sont automatiques et c'est au niveau d'Azure. Donc, une autre solution aussi pour rendre les services euh, qui sont portés par vos serveurs toujours disponibles, vous pouvez configurer des groupes de haute disponibilité. Donc, les groupes de haute disponibilité sont des regroupements logiques de machines virtuelles, euh, ce qui, ce qui va réduire le risque de défaillance corrélées. Donc, ils peuvent entraîner peut-être à des pannes simultanées sur les machines virtuelles qui sont associées. Donc, si vous avez une application donc, qui est déployée sur 5 serveurs, vous pouvez créer des groupes de disponibilité avec ces serveurs-là, plusieurs groupes de disponibilité. Du coup,
Lorsque, bon, bien sûr, quand vous allez créer, il y aura une sorte de load balancer qui va se mettre en place, hein, là, pour faire du basculement et puis déguier les requêtes. Et, du coup, si un groupe ou bien des serveurs dans un groupe ne sont pas très accessibles, ne fonctionnent pas bien, pourront basculer vers un autre groupe de disponibilité. Et là, le fait de basculer là va demander la mise en place de domaines d'erreur et de domaines de mise à jour. Donc, ce sont ces domaines-là qui seront lus par Azure et par Azure pour détecter qu'effectivement, il y a une défaillance. Donc, il faut migrer vers un autre groupe de haute disponibilité. Et pareil pour les domaines de mise à jour. Donc, s'il y a une mise à jour qui est programmée, dans ces cas-là, euh, les serveurs qui vont partager les mêmes domaines de mise à jour seront mis à jour à la fin. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les groupes de haute disponibilité. Donc, concrètement, qu'est-ce que un domaine de mise à jour et bien un domaine de, le domaine de mise à jour, en fait, ils indiquent les groupes de machines virtuelles et les équipements qui peuvent être redémarrés en même temps. C'est tout. Donc, si vous avez euh, plusieurs machines virtuelles ou bien plusieurs groupes de machines virtuelles qui partagent, par exemple, deux groupes et deux domaines de mise à jour, ou bon, prenons même l'exemple même qui est là. Donc, on a un domaine, on a deux racks, on a deux machines virtuelles dans chacun des racks et on a des groupes de haute disponibilité qui sont créés. Donc, ces groupes de haute disponibilité vont partager les mêmes domaines d'erreur, mêmes domaines de mise à jour. Généralement, il y aura deux. Donc, un pour le premier rack, un autre pour le deuxième rack. Donc, les machines virtuelles qui vont partager le même domaine de mise à jour, qui devront être mises à jour en même temps, vont être migrées vers un autre rack ou bien un autre serveur ou un autre data center pour pour rendre toujours le service disponible tout en redémarrant le serveur source. C'est pareil pour les domaines d'erreur. Donc, les domaines d'erreur, ils vont représenter en fait une unité physique de défaillance. C'est-à-dire, c'est-à-dire les domaines, pardon, les serveurs qui vont partager le même domaine d'erreur vont partager les mêmes composants physiques, puisqu'ils sont dans le même rack généralement, vont partager les mêmes composants physiques, électriques et autres. Du coup, s'il y a un souci électrique, normalement, c'est tout le rack ou bien tous les serveurs qui sont dans le rack qui seront atteints. On est bien d'accord. Voilà pourquoi on dit que le domaine d'erreur, c'est, c'est l'unité physique de défaillance. Donc, le fait qu'ils vont partager le même domaine d'erreur et qu'il y a un groupe de disponibilité, de haute disponibilité qui lie les deux racks ou les deux serveurs, lorsque le premier rack va être sujet à des défaillances matérielles, automatiquement le domaine d'erreur va lire cela, puis transférer les machines virtuelles du rack 1 vers le rack 2. Donc, c'est pareil que le VMotion, c'est pareil que la migration en direct qui se fait au niveau de VMware, c'est un peu pareil comme VMware achat, donc aux disponibilités aussi. Voilà, donc les machines virtuelles vont totalement migrer vers le second rack. Le temps que les ingénieurs réseau maintenant puissent, ou bien les ingénieurs électriques puissent rapidement intervenir, changer et puis basculer. Donc voilà à quoi c'est les domaines de mise à jour, les domaines de
Donc, tout ça à- va permettre d'Azure de, d'accroître leur haute disponibilité et puis de respecter les SLA euh, qu'ils vendent à tous les clients. OK. Donc, les zones de disponibilité aussi vont représenter une autre solution pour rendre disponibles les services qui sont portés par vos serveurs. On avait dit que dans une région constituée de deux ou trois data centers, et chaque data center constitue en fait une zone de disponibilité dans une région. Donc, l'architecture que nous voyons là, où on a trois zones de disponibilité, donc qui représente aussi trois data centers différents dans la région Azure, qui est là. Lorsque, bon, et on observe que dans chaque data center, bon, dans chaque zone de disponibilité, on a une copie des machines virtuelles qui ont, que vous avez créées. Donc, cette architecture ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du ZRS, où on a une copie de de chaque serveur dans les data centers de la région. Donc, le fait d'avoir ce type d'architecture aussi permet d'avoir une haute disponibilité au niveau des machines virtuelles et des services qui sont portés par ces machines virtuelles. Donc, si une zone de disponibilité est indisponible, automatiquement, ASI va basculer vers une autre zone de disponibilité. Donc, en termes plus simples, par rapport aux zones, par rapport au domaine de mise à jour et domaine de qu'on vient de voir, zone de disponibilité, bien vrai elle est constituée d'un data center, mais en vrai, pour assurer cette haute disponibilité-là, c'est juste la combinaison de domaines d'erreur et de domaines de mise à jour. Donc, lorsque on va, ASI va observer, ou bien le data center va observer qu'il y a des mises à jour qui sont programmées ou planifiées pour ces data centers, pour ces machines virtuelles, et vu que ces machines virtuelles vont partager un même domaine de mise à jour avec une autre zone de disponibilité, automatiquement les machines virtuelles vont migrer vers l'autre zone de disponibilité et celles qui étaient présentes dans la zone de disponibilité précédente seront redémarrées. Vous pourrez toujours avoir accès à vos ressources à partir de de la deuxième zone de disponibilité. Mais tout ça, c'est totalement transparent pour vous. Vous ne saurez rien. Vous pourrez toujours avoir accès à vos ressources. Donc, c'est pareil lorsqu'il y aura aussi des défaillances euh, physiques. Le domaine de run, maintenant, va se charger de faire des migrations. Ok, c'est bon. Et un autre moyen encore de rendre disponible euh, des services que... Une minute. Oui. Faut parler du SLA pour dire que quand vous êtes dans le ZRS, Azure vous garantit 99,99% de disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous adoptez cette configuration-là de trois zones de disponibilité, c'est-à-dire que vous avez un temps d'arrêt qui ne dépasse pas 5 minutes dans l'année. C'est-à-dire que sur 365 jours, le temps d'indisponibilité ne va pas dépasser 5 minutes. Donc, le SLA de 99,99%, c'est ce que ça signifie. À la rigueur, ça veut dire que, bon, vous n'aurez pas vraiment de perturbations hein, au niveau de la disponibilité de vos services d'application si vous adoptez
cette architecture. Donc voilà, c'est un peu cette précision que je voulais ajouter. Je peux continuer. Donc, un autre moyen de rendre disponible les services qui sont portés par une machine virtuelle sur Azure, c'est le scaling ou encore la mise à l'échelle au niveau d'Azure. Donc, on a deux types de mise à l'échelle. Euh, bon, d'abord, il y a la mise à l'échelle verticale et la mise à l'échelle horizontale. Donc, la mise à l'échelle verticale, qui est également désignée aussi ici d'autres termes, scale up, scale down, donc qui est le processus qui consiste à augmenter ou diminuer la taille de vos machines virtuelles en réponse d'une charge de travail beaucoup plus intense. Elle peut se faire manuellement comme automatiquement. Ça dépend. Ça dépend de vos besoins et de comment vous voulez gérer votre infrastructure. Donc, la mise à l'échelle verticale, bon, va rendre votre machine virtuelle beaucoup plus puissante ou la rendre beaucoup moins puissante. Donc, dans le cas de la rendre puissante, c'est le scale up et la rendre moins puissante, c'est le scale down. Par contre, la mise à l'échelle horizontale. Ici, il va s'agir juste d'ajuster le nombre de machines virtuelles ou d'instances euh, en fonction de la charge de travail que, que vos serveurs devront supporter ou bien traiter. Là-bas aussi, généralement, c'est un processus qui est automatisé, généralement, mais vous pouvez le faire aussi manuellement. Mais le plus recommandé, c'est qu'il soit automatisé. Donc, vous pouvez configurer la mise à l'échelle pour vos serveurs en fonction des charges de travail que vous observez. Si vous trouvez que votre application, bon, les serveurs qui hébergent votre application sont moins utilisés le week-end, vous pouvez également euh, configurer la mise à l'échelle via un calendrier. Donc, les week-ends, on diminue le nombre d'instances ou on réduit les performances du serveur, puisqu'on sait que généralement, il n'y a pas assez de trafic, beaucoup de personnes ne s'y connectent pas. Et peut-être à partir du lundi matin, je sais pas, 5 heures, 4 heures, vous pouvez définir que on augmente les nombres d'instances en fonction de ce que vous allez configurer. Voilà. Vous pouvez aussi configurer la mise à l'échelle automatique à partir des métriques de chaque serveur. Donc, vous pouvez dire que lorsque le serveur atteint 80% de sa RAM, bah, ajoute une instance ou deux instances. S'il atteint 70% pendant une heure du temps, augmente de trois instances ou augmente la capacité du serveur, euh, peut-être si vous avez 5 gigas de RAM, augmentez de 10 gigas. Voilà comment un peu ça fonctionne. Et Donc, j'ai une question. Allô? oui, Ouais, ouais, je te remercie. Et du coup, par exemple, de mettre on a une solution de streaming pour regarder des films et tout. Et c'est un exemple, hein, entre 5 heures du matin et la journée, on n'a pas besoin beaucoup de VM. Et par contre, le soir, de mettons à partir de 17 heures jusqu'à minuit, il y a une forte demande. Du coup, dans ce cas-là, on peut configurer l'auto-scaling de cette façon. C'est-à-dire à partir de 17 heures jusqu'à 23 heures de chaque jour, par exemple, on aura plus de VM, alors qu'entre minuit et 17 heures, on aura moins de VM. C'est possible aussi de faire de cette façon? oui, c'est possible. C'est ce que Ok. j'expliquais. On peut Ouais, le c'est faire ça. en fonction d'un calendrier ou en fonction de l'heure ou en fonction des métriques. Ok. Mais Ouais, ça marche. voilà. Merci. Maintenant, si vous maîtrisez mieux euh, les périodes, c'est-à-dire le calendrier
l'application est beaucoup sollicitée, tout ça. Ok. On peut configurer ici, mais pour être beaucoup plus préventif et optimal, c'est mieux pour moi, hein, c'est mieux de configurer en fonction des métriques. Donc, Ouais. si la consommation de la RAM atteint un certain seuil, on demande maintenant au scaling de faire telle action, augmenter ou réduire. Ok. On passe automatique et on consomme peut-être moins. Ok. Parce que c'est vrai que tu dis à une certaine heure, il faut qu'on augmente, mais si ce jour-là, sinon il y a une période, vous êtes en baisse d'activité. Bon, déjà que vous êtes en baisse d'activité, vous ne recevez pas assez d'argent et là, vous maintenez encore les mêmes proportions. Ok. Merci. Facilement, vous pouvez perdre de l'argent. Effectivement. Donc, ici, c'est ce que je disais. Voilà. Donc, c'est l'interface pour ajouter les conditions pour la mise à l'échelle. Euh, donc, on peut le mettre on peut le faire automatiquement comme manuellement. Mais ici, lorsqu'on configure ces actions, c'est pour qu'elles soient automatiques. Donc, on peut décider de choisir le nombre d'instances par défaut. Donc, par défaut, vous pouvez mettre une instance. Donc, là, votre application va tourner sur une instance par défaut. Maintenant, il faut mettre une limite minimum et maximum pour gérer votre budget aussi. Parce que si le minimum, c'est un le nombre d'instances, il faut forcément un maximum. Si vous mettez 20, ah bon, vous pourrez consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau, au niveau de votre budget. Donc, on doit mettre un seuil, c'est adéquat. Donc, vous configurez le minimum et le maximum. Puis, comme je l'ai dit, configurer le scaling aussi à partir des métriques. Donc, un seuil au niveau de l'UC, donc la consommation de l'UC. Donc, si le seuil atteint, par exemple, 70%. Vous trouvez que ça commence à être un peu critique. Vous pouvez augmenter le nombre d'instances de un ou bien 2. Ça dépend de vous. Et ça dépend du service que vous offrez, la qualité que vous voulez offrir. Euh, après, au niveau du scaling, dans ce cas, vous pouvez configurer aussi le seuil inférieur c'est-à-dire un pourcentage au niveau de l'UC. Si vous trouvez que le seuil est inférieur à 70%, dans ce cas, quand on diminue d'une instance ou de deux instances, voilà, vous pouvez configurer. Maintenant, la durée de la requête, vous configurez aussi le nombre de minutes. Donc, globalement, vous pouvez augmenter le nombre d'instances en fonction du seuil que vous aurez défini au niveau de la consommation de l'UC et en fonction du nombre de minutes. Donc, si la consommation dépasse euh, 80% pendant, 30 minutes, augmenter d'une instance. Donc, tant que ça ne dépassera pas 30 minutes, il n'y aura pas d'augmentation d'instance. Pour dire que ça pouvait être juste un pic de quelques minutes. Dans ce cas, il n'était pas nécessaire de faire euh, du scale, euh, du scale out. C'est pareil aussi pour le scaling. Vous pouvez le configurer en disant que si le seuil de lycée est inférieur à 60, à 60% ou 70%, de diminuer d'une instance. Voilà. Maintenant, vous pouvez spécifier aussi la date, si vous voulez faire des planifications avec la date. Bon, c'est tout pour l'administration des machines virtuelles. Donc, vous aurez un lab
Voilà. Vous allez déployer des machines virtuelles résilientes. Vous allez gérer la mise à l'échelle au niveau des capacités de calcul et de stockage des machines virtuelles. Vous allez créer, configurer le scaling au niveau d'Azure. Vous allez mettre à l'échelle même des machines virtuelles. Vous allez créer aussi des machines virtuelles avec des PowerShell et aussi à l'aide de l'interface.